La dette nationale des États-Unis a franchi les 39 billions de dollars pour la première fois de l'histoire. Quand Trump est entré en fonction en janvier 2017, elle était de 9 billions de dollars. La dette a presque exactement doublé en 9 ans. Le même jour où la dette a atteint 39 billions de dollars, le Pentagone a demandé 200 milliards de dollars au Congrès pour financer la guerre contre l'Iran, une guerre qui dure depuis 3 semaines maintenant, sans aucun calendrier de fin. Le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a dit que le montant pouvait changer et a ajouté qu'il faut de l'argent pour tuer les méchants. Apparemment, dans la budgétisation à la Trump, la facture arrive toujours après les applaudissements. Les chiffres commencent un peu à se briser ici, et quand les calculs de la dette publique se brisent, la vie des gens ordinaires s'effondre. C'est la partie qui m'intéresse le plus, parce que ce qui arrive aux gens normaux, c'est vraiment la question centrale ici. Ce qui se passe réellement est assez simple. La dette nationale, c'est le montant total d'argent que le gouvernement des États-Unis doit. Chaque année où le gouvernement dépense plus qu'il ne perçoit en impôts, il emprunte pour couvrir la différence. Cet argent emprunté s'ajoute à la dette. En ce moment, la dette augmente plus vite qu'à n'importe quel autre moment en dehors d'une guerre ou d'une crise financière. Le dernier billion s'est ajouté en moins de 5 mois. Elle avait atteint 38 billions de dollars à la fin d'octobre 2025. Elle est maintenant à 39 billions de dollars en mars 2026. Pour un mouvement qui parle sans arrêt de discipline en affaires, c'est une relation remarquablement créative avec un bilan comptable. C'est ici que ça devient très coûteux. Quand de l'argent est emprunté, il faut payer des intérêts. Le gouvernement des États-Unis paie maintenant 1 billion de dollars par année uniquement en intérêts sur la dette. C'est presque le triple de ce qu'il payait en 2020, il y a 6 ans. Et, pour mettre cela en perspective, les paiements d'intérêts dépassent maintenant l'ensemble du budget de la défense. Le gouvernement dépense plus pour les intérêts que pour l'armée, et cela avant même d'ajouter 200 milliards de dollars pour une nouvelle guerre. Quelque part dans l'argumentaire de vente pro-Trump, ça doit probablement encore se vendre comme une victoire. La guerre contre l'Iran a commencé le 28 février. Durant la première semaine seulement, elle a coûté 11 milliards de dollars. Les 12 premiers jours ont coûté 5 milliards de dollars. La guerre tourne actuellement autour de 1 à 2 milliards de dollars par jour. La demande de 200 milliards de dollars du Pentagone financerait peu, être encore 100 à 200 jours de guerre au rythme actuel des dépenses. Quand on lui a demandé combien de temps la guerre durerait, Hegseth a dit qu'il n'y avait aucun échéancier. Elle se termine au choix du président. Dans cette logique de salle de presse, un plan de sortie semble être facultatif tant que la posture paraît dure. Même des républicains au Congrès semblent surpris par cela. Lauren Boebert a dit à CNN « Je suis contre tout financement supplémentaire pour la guerre. J'ai des gens au Colorado qui n'arrivent pas à vivre. » Chip Roy a aussi demandé « Comment est-ce qu'on va payer pour ça? Et c'est quoi la mission ici ?» La demande de 200 milliards de dollars équivaut à environ 20% du budget annuel complet du Pentagone. Des experts disent qu'une bonne partie de cette somme servira aussi à gonfler le budget de la défense de façon permanente. Une fois que 200 milliards de dollars sont ajoutés, cela commence à devenir la nouvelle base. C'est habituellement comme ça que ce scénario fonctionne. Urgence temporaire devant les caméras, dépenses permanentes hors caméra. Ce que cela signifie pour les gens ordinaires tient à ce qui arrive quand un gouvernement n'est plus capable de payer ses dettes. Il y a 2 façons dont cela peut se produire, et les 2 détruisent l'épargne. La première, c'est le défaut de paiement explicite. Le gouvernement dit tout simplement qu'il ne peut pas payer. Les créanciers cessent de prêter. Le gouvernement ne peut plus emprunter pour se financer. Les chèques de la sécurité sociale s'arrêtent. Les paiements de Medicare se figent. Les services gouvernementaux s'effondrent. C'est le scénario cauchemar, et historiquement, c'est très rare pour les grandes économies. Donc ce n'est probablement pas ce qui va arriver. Mais le Penn Wharton Budget Model, l'un des centres de recherche budgétaire les plus respectés du pays, projette que sans grand changement de politique, les États-Unis ne pourront plus renouveler leur dette dans environ 20 ans. Renouveler signifie que, quand une vieille dette arrive à échéance, on emprunte de nouveaux fonds pour la rembourser. Si les créanciers arrêtent de prêter, le système casse. La version slogan de l'économie est toujours très confiante, jusqu'au moment où la fenêtre de refinancement se referme. La deuxième option, c'est le défaut implicite par l'inflation. Le gouvernement imprime de l'argent pour payer ses factures. Plus d'argent qui poursuit la même quantité de biens, cela veut dire que les prix montent. Les salaires restent probablement les mêmes, mais l'épicerie peut coûter 2 fois plus cher. Personne ne sait si ce sera le double ou un autre chiffre.
l'épargne peut aussi perdre sa valeur. C'est ce que la plupart des gouvernements finissent généralement par faire, parce que c'est politiquement plus facile que d'admettre qu'ils ne peuvent pas payer. Mais cela détruit la classe moyenne. Si quelqu'un a 50 000 $ d'épargne et que l'inflation tourne à 20% pendant quelques années, ces 50 000 $ achètent ce que 20 000 $ permettaient d'acheter avant. Cet argent n'a pas été dépensé. Il s'est simplement évaporé. Et ensuite, le même camp qui a vendu ce fantasme tient habituellement une autre conférence de presse chargée de micros sur la force et le sacrifice. En pratique, cela veut dire que les taux d'intérêt grimpent parce que le gouvernement concurrence tout le monde pour emprunter. Les hypothèques deviennent inabordables. Si les taux montent à 10% ou 12%, les paiements mensuels doublent. Les prêts automobiles, les prêts étudiants et les cartes de crédit suivent tous. Toute personne qui essaie d'acheter une maison se retrouve exclue du marché. Toute personne qui a déjà une hypothèque à taux variable voit son paiement augmenter de façon importante. Les gens qui prononcent ces discours ne semblent jamais parler de cette partie-là quand ils jouent au dur derrière un pupitre. En même temps, les services publics sont coupés. La sécurité sociale devrait déjà devenir insolvable d'ici 2032. Ce n'est que dans 6 ans. Insolvable signifie que le fonds fiduciaire s'épuise et que le programme ne peut payer que ce qu'il perçoit en cotisation salariale, ce qui couvre seulement environ 75% des prestations promises. Si une crise budgétaire plus large frappe avant cela, ces coupes arrivent beaucoup plus vite. Medicare suit la même logique. Les programmes de filet social auxquels les gens ont cotisé toute leur vie commencent à verser moins que promis, ou cessent carrément de payer. Dans le message pro-Trump, il y a toujours de l'argent pour le spectacle, et jamais assez d'honnêteté pour parler de la facture. Le Congressional Budget Office projette que les déficits fédéraux atteindront environ 9 billions de dollars cette année et grimperont à 1 billion de dollars d'ici 2036. La dette détenue par le public passe de 101% du produit intérieur brut, le PIB, aujourd'hui à 120% d'ici 2036, plus haut que le record de l'après-Seconde Guerre mondiale. Sur 30 ans, la dette atteint 175% du PIB. Mais ces projections supposent qu'il n'y ait ni grande guerre, ni crise financière, ni choc inattendu. Le pays est déjà engagé depuis 3 semaines dans une guerre sans date de fin qui brûle de 1 à 2 milliards de dollars par jour. Voilà ce qui arrive quand la politique commence à ressembler à un théâtre de campagne électorale avec un budget militaire accroché après. Quand Ken Smathers, de Penn Wharton, calcule le véritable écart budgétaire, c'est à dire à la fois la dette visible et les promesses non financées de la sécurité sociale, de Medicare et d'autres programmes, il situe ce chiffre plus près de 100 billions de dollars. Ce n'est pas la dette due aujourd'hui, c'est l'écart entre ce que le gouvernement a promis de payer et ce qu'il peut réellement se permettre de payer compte tenu des revenus actuels. Combler un écart de 100 billions de dollars exigerait soit des hausses massives d'impôts, soit des compressions massives de dépenses, soit les deux. Aucune de ces options n'est populaire politiquement, ce qui explique pourquoi aucun des deux partis ne la propose sérieusement. Le schéma qu'on voit à travers l'histoire, c'est que les gouvernements repoussent les choix difficiles, jusqu'à ce que la crise les y force. Ce retard aggrave la crise, et ce schéma semble se rejouer en temps réel. La dette a doublé, alors que Trump promettait de l'effacer. Maintenant, il ajoute une guerre par-dessus tout cela, sans budget et sans plan de sortie. L'image de marque a toujours reposé sur la maîtrise. Les documents, eux, racontent une histoire beaucoup moins flatteuse. La Peterson Foundation estime que le gouvernement dépensera près de 100 billions de dollars uniquement en intérêts au cours des 30 prochaines années. Pour les Américains, pris individuellement, cela représente en moyenne au moins 47 000 $ par personne au cours de la prochaine décennie, uniquement en paiement d'intérêts, pas dans les programmes eux-mêmes. Et la guerre accélère tout. 200 milliards de dollars de nouvel endettement signifie 200 milliards de dollars de nouvelles dettes, qui accumulent des intérêts pour toujours. Aux taux actuels, cela représente environ 10 milliards de dollars par année en paiement d'intérêts, de façon permanente. Et si la guerre se poursuit au-delà du financement initial et exige encore 200 milliards de dollars ou 300 milliards de dollars, les intérêts se composent encore davantage. Les conflits militaires ne finissent généralement pas en dessous du budget. Pourtant, dans l'univers Trump, les dépassements de coûts finissent quand même par être habillés comme de la détermination. L'échéancier d'un effondrement ne ressemble plus à 20 ans. Au rythme actuel, 1 billion de dollars de nouvelles dettes tous les 5 mois,
plus des dépenses de guerre sans plafond, les calculs suggèrent peu être un point de crise dans 5 à 10 ans. C'est à ce moment-là que les marchés obligataires perdent confiance, que les taux d'intérêt montent et que le gouvernement se retrouve devant le choix entre le défaut explicite et l'impression de monnaie. Les deux chemins se terminent de la même façon pour les familles ordinaires. Épargne détruite, coût de la vie en forte hausse, services publics qui s'effondrent. C'est un portrait vraiment triste. Les éléments de langage peuvent rester brillants, mais l'arithmétique est notoirement difficile à intimider. Ce n'est pas une prédiction fondée sur une idéologie, ce sont simplement les chiffres. La dette est de 39 billions de dollars. Les intérêts sont de 1 billion de dollars par année. La guerre coûte de 1 à 2 milliards de dollars par jour, sans date de fin. Les revenus ne couvrent pas les dépenses. L'écart ne fait que s'élargir davantage. Quelque chose devra céder, tôt ou tard. Aucun coup de menton derrière un lutrin ne change ce que les chiffres sont en train de faire. Quand le dollar perd son statut de monnaie de réserve, parce que les pays n'en ont plus besoin pour commercer, les États-Unis perdent la capacité d'emprunter à faible coût. C'est la dernière pièce qui rend la dette insoutenable. Le pays n'en est pas encore là. Mais la guerre contre l'Iran pousse dans cette direction plus vite que la plupart des gens ne le réalisent. Et à ce moment-là, les mêmes personnes qui vendaient de la certitude seront probablement déjà en train de vendre un nouveau slogan.